Et je pense que c'est ça un peu l'intérêt et l'impact que peut avoir la technologie. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où plein de choses est tabou. Internet brise les barrières, Internet permet d'avoir une information très rapide et Internet permet d'émanciper les filles. Et au niveau d'UNICEF, on accompagne justement les filles et on pose des solutions pour leur permettre de s'émanciper. Je vais commencer par dire que pour moi, et pour De Family, on y croit fort, le numérique c'est d'abord un outil qui permet une horizontalité et le fait qu'il y ait une proximité, le fait d'abolir des frontières, des barrières. Et c'est pour ça que je vais vous proposer de nous tutoyer pendant ce panel, parce que ça va être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus sympathique. Merci d'être là, tous les trois. Je commence par Céline. Déjà, je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps que je voulais t'inviter pour parler de ce sujet. Tu es députée de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine, tu es membre et whip de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, tu fais partie aussi de la délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale, et tu as fait un rapport sur les STEAM, donc tout ce qui est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques l'année dernière. Et d'ailleurs, tu as rencontré des startups de De Family, tu te souviens, on avait fait un petit déjeuner pour que tu aies les ressentis des fondatrices femmes. On n'était pas très loin, on avait pris un petit déjeuner ensemble. Quelles sont les observations que tu as eues avec ce rapport-là? Quels sont les changements? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement après avoir fait ce travail de fond et rencontré beaucoup de monde sur le rapport des filles avec les STEAM et le digital en général? Merci Zineb, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là chez The Family, en plus pour cette journée sous le signe de la journée de la fille, hein, donc il faut pouvoir y consacrer beaucoup d'attention et pas que aujourd'hui. Effectivement, dans le rapport qui m'a été confié dans le cadre de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, il y avait un intitulé assez vaste qui était « Les femmes et les sciences ». Vaste sujet, mais pour autant, on nous invitait, puisque j'avais un co-rapporteur qui était Stéphane Viry, qui est aussi un député, on nous invitait à nous concentrer sur les femmes et les sciences, mais regardez ce qui se passe dans les études supérieures, dans les métiers, pas avant. Ah, pourquoi ? Pour moi, il était essentiel qu'on regarde ce qui se passe avant, de l'enfance, qu'on aille aussi voir ce qui se passe au collège, ce qui se passe au lycée. Et ben en fait, dès la première audition qu'on a fait, on est venu dans les premières années. C'est-à-dire que le champ qui était normalement restreint, on est allé voir quelles étaient les racines de ce qui fait aujourd'hui l'état des rapports des femmes et des sciences. Alors très concrètement, ce qui est assez visible, c'est que malgré une réussite scolaire identique, voire meilleure, des filles dans les matières scientifiques, quand elles arrivent au moment des choix d'enseignement supérieur, elles ne choisissent pas les sciences. C'est d'autant plus vrai quand on regarde les différentes spécificités des sciences. C'est-à-dire que quand vous allez en médecine, vous avez plus de femmes. Et pourtant, on sait que la discipline médecine telle qu'elle est, notamment en France, c'est très compétitif. Ça ne leur fait pas peur. Là où c'était plus intéressant, c'était de regarder dans tout ce qui était programmation informatique. Là où on pensait que la place des femmes allait se faire progressivement pour rejoindre la parité, eh bien en fait dans le digital, on est en régression. Dans la programmation informatique, quand vous comparez les chiffres des années 80 et d'aujourd'hui, vous avez moins de femmes. Alors, ce mouvement est surprenant, inquiétant, puisque, et ça a été déjà rappelé par la ministre, si les femmes ne sont pas présentes dans ce qui va faire aujourd'hui et demain le digital, on ne sera pas avec assez de clés pour préparer notre avenir. Voire ce qui pouvait être, par exemple, dans l'intelligence artificielle ou promettre comme ça d'atteindre une certaine parité, puisqu'on confierait finalement notre société à quelque chose qui serait juste, qui serait neutre. En fait, c'est faux. Si les femmes ne sont pas présentes dans l'intelligence artificielle joue contre les femmes. Vous avez plusieurs exemples qui montrent effectivement que les femmes, n'étant pas dans la conception de ces algorithmes, elles s'en retrouvent parfois exclues. Donc c'est pour ça que les filles doivent pouvoir être dedans. Il y avait un exemple sur la reconnaissance faciale.
tu sais, où en fait ça a été créé par des hommes et du coup les femmes sont pas reconnaissables ni reconnues. Oui, c'est assez bluffant. Imaginez-vous, vous êtes devant la porte de votre domicile, on est dans quelques années, ou presque peut-être dans quelques mois, où vous devez présenter votre visage pour pouvoir faire déclencher l'ouverture de la porte de votre domicile. Sauf qu'on a entraîné ces machines uniquement sur des banques de données, et ces banques de données reflètent plutôt déjà une réalité déformée, c'est-à-dire qu'il y a déjà des biais. Donc c'est plutôt des hommes, alors c'est plutôt des hommes blancs. Alors si vous êtes une femme d'origine asiatique, la porte, ça se trouve, va moins s'ouvrir. C'est pareil aussi pour la voix. Les enceintes connectées, ont été entraînées plutôt sur des voix d'hommes. Donc, quand vous êtes une femme et que vous posez une question, bizarrement, l'enceinte connectée ne vous répond pas. Eh bien, il faut être enrhumé, et du coup, ça va être... oui, voilà, c'est mon cas, en fait, c'est peut-être pour compenser. Mais voilà, tout ce que je veux dire, c'est que notre constat était de dire que les filles et les femmes n'embrassent pas assez les carrières scientifiques. C'est dangereux pour leur émancipation économique et personnelle. C'est dangereux pour la société puisque nous n'aurons pas assez de talent pour répondre à tous les défis de la société. On a un mouvement qui tend vers la régression, donc c'est une alerte. Et les racines de ce mouvement doivent se trouver dès les premières années de notre vie. Merci beaucoup, Céline. Thomas, tu as créé l'Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Alors, j'ai regardé un peu, évidemment, et l'association a vocation d'accompagner et de responsabiliser ce que tu appelles la communauté éducative, donc les parents, les grands-parents, les professeurs, dans cette transition vers le numérique et dans son appréhension aux outils numériques. Alors moi, j'ai 2 questions pour commencer. Pourquoi tu as voulu organiser, qu'est-ce qui a fait quelle est ton histoire qui a fait que tu as créé cette association, et aussi quels sont vos constats dans cette association, qu'est-ce qui a changé dans la vie des ados et des jeunes filles en particulier, parce qu'on est entouré, on a une explosion du digital, donc forcément le rapport au monde des adolescents change. Quels sont vos constats chez Open ? Alors, merci de me donner la parole et je suis ravi d'être là. Moi, j'ai démarré il y a 15 ans à travailler dans tout ce qu'on appelait communément la protection de l'enfance dans le numérique. Et on faisait essentiellement à l'époque de la prévention et de la sensibilisation au milieu scolaire. Et rapidement non, parce que ça m'a pris 10 ans, je me suis rendu compte qu'on manquait vraiment d'efficacité dans toutes nos approches préventives, et notamment on était très stigmatisant par rapport aux pratiques numériques des jeunes dans toutes les démarches de prévention, en étant souvent dans des injonctions négatives, faites pas ci, faites pas ça, réfléchissez avant de publier, etc. Et du coup, ce manque d'efficacité, je le justifiais aussi par le manque d'implication de la communauté éducative, au premier rang desquels les parents, qui sont jusqu'à présent, me semble-t-il, à l'origine de l'équipement des enfants. On n'a pas encore vu trop de gamins de 5 ans attaquer des camions Apple. Donc jusqu'à présent, il y a un vrai manque, nous en tout cas c'est le constat, d'implication des adultes à se saisir, dans leur capacité à se saisir de ce qui est devenu un véritable enjeu d'éducation. Et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler avec un certain nombre d'experts qui ont la gentillesse de m'entourer, pour essayer d'apporter des messages un petit peu nouveaux, une approche aussi différente, qu'elle soit au niveau des messages des campagnes de prévention, mais aussi sur le terrain, puisqu'on fait énormément de formation et d'accompagnement. Et du coup, sur le terrain, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu comme constat Alors, nous, les constats par rapport à la place des filles, je pense que je vais enfoncer un peu des portes ouvertes. Aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup, on a été assez lanceur d'alerte, notamment en ce moment, on travaille beaucoup avec Adrien Taquet sur tout ce qui est impact du porno, etc. Le rapport à l'image, la distanciation que permettent les écrans, le rapport au corps, la notion d'intimité, sont tout un tas de notions qui sont extrêmement bousculées à travers le prisme du numérique. Et souvent, les jeunes filles, nous en tout cas c'est ce qu'on constate, sont enfermées dans des espèces d'injonctions où le corps devient un peu on va dire une espèce de monnaie, ce que disent très bien un certain nombre d'entre elles dans tout un tas de témoignages qu'on a. J'ai la chance de travailler avec des gens comme Ovidie, qui a fait un super documentaire là-dessus, qui s'appelle « À quoi rêvent les jeunes filles ?»
et qui montre vraiment toutes ces injonctions, ce rapport au corps qui est bousculé et qui, en fait, a plutôt tendance à être par moments un enfermement dans des nouvelles normes. Alors bien sûr, le numérique, c'est un magnifique espace de libération de la parole, on l'a vu avec le mouvement MeToo, mais c'est aussi par moments, chez les personnes les plus fragiles, et je pense à ces adolescentes notamment, un enfermement et un peu la dictature de nouvelles normes. Et puis en fait, je pense aussi que tout simplement, il y a une réelle inéquité. Moi, je suis souvent interpellé par des parents lors de conférences, etc., qui me disent « mais pourquoi vous parlez que des problèmes des filles quand on parle d'impact du porno, etc. » Mais tout simplement, il suffit vous pouvez faire l'expérience en direct, hein, vous prenez votre téléphone, vous tapez fille sexe dans Google et garçon sexe, vous verrez les résultats. Vous verrez qu'il y a 100% de sites porno qui remontent quand on tape ces deux mots-clés, alors que quand on tape garçon et sexe, il y en a quasiment aucun. Donc vous voyez, il y a un petit peu aussi dans l'écosystème numérique une espèce d'inéquité dans la manière dont les choses sont mises en œuvre, également par les algorithmes, ce qu'on évoquait à l'instant. Et du coup, nous, on essaie un petit peu de lutter contre ça. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est aussi qu'en parallèle, sociétalement, on se rend compte qu'il y a énormément de conduite à risque, ce qu'on appelle dans la protection de l'enfance conduite à risque adolescente, qui touchent de plus en plus de jeunes filles et qui sont par moments, il est vrai, facilitées par le numérique. Je pense notamment à des situations dont on parle que trop peu en France, comme la prostitution des enfants. Et nous, on fait beaucoup de veille sur les réseaux sociaux. Et je dois dire que sur certains d'entre eux, notamment celui qui est le plus utilisé par les ados, il y a énormément de situations pré-prostitutionnelles. Et comme c'est un des réseaux qui n'appartient pas à la famille des GAFAM et que la mode est plutôt GAFAM bashing, il passe un petit peu en dessous des radars. Oui. Et nous, j'en parlais encore avec Adrien Taquet il y a 10 jours, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et à réfléchir là-dessus. Et on en parlera dans les solutions peut-être à envisager. Ouais, exactement, c'est ma prochaine question. Après avoir présenté Rokhaya, merci d'être avec nous. Tu représentes le bureau de l'UNICEF au Sénégal. Tu es Youth Advocate pour la tech, la jeunesse et l'innovation. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton rôle là-bas, et puis aussi que tu nous parles quel est le constat de l'UNICEF par rapport à justement cet impact du digital par rapport aux jeunes filles. Et puisque tu connais bien le Sénégal, j'aimerais bien que tu nous donnes peut-être le point de vue justement ou les nuances qu'il y a au Sénégal qu'il n'y a peut-être pas en France, comme chaque région du monde a ses particularités. Et puis surtout, merci d'être avec nous, Rokhaya, aujourd'hui. Merci Zineb. Alors, imagine juste qu'il y a une fille qui est âgée de 15 ans, qui habite dans la zone rurale avec ses parents et qui n'a pas un téléphone portable, donc pas d'accès à Internet, et qui a besoin d'informations sur sa puberté, par exemple, qui a besoin d'informations sur l'éducation. Et juste à côté d'elle, elle a une cousine qui a 18 ans, qui a 19 ans, et qui a un téléphone portable, qui a Internet, mais qui malheureusement ne sait pas comment s'en servir. Et pour avoir des informations, la petite, on va dire, qui s'appelle Kumba, qui a 15 ans, va tout le temps demander à sa cousine plus âgée. Alors dis-moi, c'est quoi les menstruations? Dis-moi. Et ça a un effet où elle peut avoir de mauvaises informations. Voilà, elle va prendre ça comme une vérité absolue. Comme une vérité absolue. Ça, on est dans la zone rurale. Imaginons aussi dans la zone urbaine, on a une fille qui est éduquée, qui va à l'école, qui est excellente, brillante, elle a un accès à Internet. Et aujourd'hui, au niveau de son école, ils ont des politiques pour la sensibiliser dans tout ce qui est STEM. Et on la pousse à être très, très, on va dire, innovante. Cette fille, elle a plus de chance aujourd'hui dans le monde du digital d'évoluer et de pouvoir développer ses capacités et que puis les même deux de dernières. s'émanciper, en fait, de ce que tu dis, s'émanciper, mais juste par rapport à sa féminité et sa construction Exactement, personnelle. dans ses prises de décision. Parce qu'elle détient l'information, elle a des compétences. Donc le premier constat que je peux faire en ce qui concerne le digital au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a un premier défi qui est là, c'est un problème d'accès. Déjà, on a un gap au niveau de l'accès. Et ensuite, au niveau c'est vraiment zone rurale, zone urbaine, c'est très marqué. Oui, il y a vraiment une fracture numérique entre les deux zones. Ensuite, au niveau de l'accès, ensuite, avant de venir à une fracture numérique au niveau du genre, également comme en France et partout dans le monde. Et ça présente des défis. Au niveau global, on a 197 millions de femmes de moins qui ont un téléphone mobile.
Ouais. On a également 200 millions de femmes de moins qui sont connectées à Internet. Donc ça veut dire ce qu'on voit au niveau global, et ça c'est des chiffres qui nous montrent un peu la fracture numérique entre genres. Au niveau des adultes, on peut le retrouver aussi au niveau des adolescentes. Mais ça nous amène on va dire, un autre défi, c'est le défi d'avoir des données et des évidences pour les jeunes filles et les adolescentes pour pouvoir construire des programmes. Donc, à travers ces défis et ces deux histoires, nous, au niveau de l'UNICEF, l'idée qui est derrière, après on va aborder les solutions, c'est un peu parce que moi, vous écoutez, là, j'ai envie de vous dire, mais c'est quoi les solutions? on va en parler tout à l'heure, c'est de rendre le numérique accessible et de pouvoir outiller les filles. Et c'est là que j'interviens au niveau de l'UNICEF en tant que, on va dire, youth advocate pour la technologie, l'innovation et la participation des jeunes. Et l'idée, c'est de voir comment ces composantes peuvent intégrer la communication pour le développement et influencer les comportements et les normes sociales. Merci. C'est super, j'ai regardé quelques vidéos de toi et ça permet justement de rendre virale cette parole et de permettre aussi à des jeunes filles, j'imagine, au Sénégal, de s'émanciper. Le fait de t'avoir et de t'écouter parler, je pense que ça doit inspirer plus d'une jeune fille. Alors, quelles sont les solutions, tous les trois? Il y avait la ministre, il va falloir qu'on lui fasse un petit résumé pour avoir la feuille de route là, des prochaines années. Donc, Céline. Merci Zineb. Alors, il y a plein de solutions qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre, qui sont sur un plus ou moins court terme. Dans le rapport qu'on a fait sur Femmes et Sciences, on avait 23 recommandations. Je ne vais pas vous faire les 23. Par contre, je vais me concentrer sur deux d'entre elles, et notamment celle qui touche plutôt à l'enfance. Avant cela, je vais vous raconter une anecdote. Juste avant de me voir confier cette mission, je m'étais rendue dans des lieux que j'aime bien, comme le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences, et j'étais très étonnée de ne pas trouver dans les boîtes de petits chimistes ou les boîtes ou les livres qui accompagnent au code la représentation de filles dessus. Quand j'avais demandé au vendeur la première fois, il m'avait dit « Ah oui, on n'avait pas remarqué qu'il n'y avait pas de filles sur l'emballage ». La deuxième fois, on m'avait répondu « Ah mais non, mais pour les filles, il y a ça », en me montrant des cahiers de coloriage. J'étais un petit peu désarçonnée. Ce qui me fait penser que, en fait, quand on joue à quelque chose, on se projette. Et si on est cantonné qu'à certains jouets, eh bien, il y a tout un champ des possibles que vous n'intégrez pas alors que vous êtes jeune et que vous pouvez l'intégrer. Et je suis particulièrement fière que finalement la 10e recommandation de notre rapport, qui consistait à dire qu'il fallait lutter contre la représentation stéréotypée des jouets, eh bien maintenant se trouve concrètement mise en œuvre. En fait, cette recommandation, elle se traduit aujourd'hui par un document qui a été signé par l'ensemble de la filière jouets. Alors, j'essaie de vous le sortir avec le micro, c'est pas très simple. Ah bah voilà. C'est la charte pour une représentation mixte des jouets. Elle a été signée il y a une quinzaine de jours sous l'égide du ministère de l'économie. Alors vous me direz pourquoi pas sous l'égide de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa était associée. Mais parce que derrière ça, l'idée c'est d'entraîner un maximum de filles à pouvoir embrasser des carrières scientifiques et qui peuvent se trouver prolongées dans l'industrie. On manque de compétences dans l'industrie. Aujourd'hui, on a une industrie qui est quand même revigorée, sauf qu'on manque de compétences. Et donc, quand on manque de compétences, il ne faudrait pas se contenter de le regarder que dans un vivier d'hommes, mais aussi le chercher dans un vivier de femmes. Sauf que si les femmes ne sont pas inspirées à prendre à bras-le-corps certains types de carrières, eh bien, ça va être compliqué. Cette charte, elle va consister en différents dispositifs. J'en citerai un, c'est notamment de former les vendeurs dans les circuits de distribution de jouets à ne plus poser directement la question « c'est pour une fille ou c'est pour un garçon ?» Parce qu'à partir du moment où on pose ça tout de suite en question, eh bien, on va mettre le champ des possibles. Il va y avoir un biais. Il va y avoir un biais, voilà. Inconscient, mais un biais quand même. C'est inconscient. Alors, c'est sûr que le vendeur ne fait pas tout. Il faut aussi que les parents ou l'oncle, la tante qui achète un jouet pour son neveu se disent « Attends, finalement, ce serait pas pour ma nièce, mais pour mon neveu.
je prendrais peut-être pas la même chose. Heureusement et pourtant, ça lui que plaira. Open existe alors. Et effectivement, il faut le faire. Je voudrais parler d'une deuxième recommandation. Alors, on l'a déjà dit, il y a une sous-représentation des femmes dans le digital, que ce soit l'entrepreneuriat digital, hein, et Alice y revenait en ouverture, hein, que 5% de CEO aidés, on peut le déplorer. Donc, on n'a pas assez de femmes dans le numérique. Et puis, de l'autre côté, quand on regarde dans les formations de la voie professionnelle, on se rend compte qu'il y a des formations dites de gestion-administration qui regroupent beaucoup de jeunes filles, plutôt issues des classes populaires, et à qui on n'arrive pas à pouvoir faire décrocher un premier job ou même des stages. Moi, je me dis que ces deux situations problématiques, on pourrait en faire plutôt une solution. C'est-à-dire que, on manque de femmes dans le numérique, on a des femmes à qui on ne trouve pas de débouchés, il y a peut-être quelque chose à faire. De pouvoir mettre l'accent sur la formation au numérique des filles de la voie professionnelle devrait être une priorité. C'est ce à quoi on travaille avec le ministre de l'Éducation pour pouvoir vraiment outiller les jeunes filles à pouvoir embrasser ces carrières-là. Donc finalement, de deux problématiques, on peut faire une solution. Et donc l'inspiration, l'éducation doit être au cœur de ce qui doit se faire. Mais les résultats, et j'en conviens, c'est plutôt sur le long terme. Mais il faut déjà qu'on pose les racines aujourd'hui. Merci beaucoup, Céline. Rokhaya ? Alors, pour la première solution, je vais commencer tout à l'heure par, on va dire, ce que Céline nous a partagé en ce qui concerne la reconnaissance faciale, c'est-à-dire toutes les innovations qu'on crée et qui ne sont pas forcément adaptées aux filles et aux femmes. Et nous savons que les filles, elles ont un besoin spécifique, donc il faut avoir un focus spécifique sur elles. Donc au niveau de l'UNICEF, on utilise une méthode qu'on appelle Human Centered Design, et ce qui permet de faire du design thinking. C'est-à-dire que l'humain est au cœur d'un processus de conception. Et là, je vais dire c'est la fille qui est au cœur d'un processus de conception où elle-même, elle identifie une problématique qui lui tient à cœur, où elle se sent directement concernée, sa communauté est concernée. Ensuite, ensemble, avec des adultes, des mentors, elles proposent des solutions. Elles conçoivent des solutions qu'elles mettent en œuvre. Et dans ce cadre, il y a une application qui s'appelle Oki, qui a été faite au niveau de l'Indonésie, qui est disponible en Indonésie et aussi en Mongolie. Et lors de la co-création, plus de 400 filles ont été formées et accompagnées. Et elles-mêmes, elles ont co-créé cette application. C'est une application qui permet de faire le suivi des menstruations. Dit comme ça, vous allez vous dire, oh, il y a 200 applications de ce type. Quelle est la différence avec celle-là? Au-delà que ça a été conçu par les filles, elles ont eu à trouver elles-mêmes les fonctionnalités qui sont adaptées à leur situation. C'est une application qui est disponible en langue locale et qui a une approche éducative et très ludique. Ouais, c'est très important peut-être aussi le rapport à la langue. Tu vois, le fait que ce soit une langue locale, j'imagine que ça change tout. En termes de reach, tu touches beaucoup plus de personnes. Exactement. En termes de portée, même en termes de compréhension des messages qui sont lancés par l'application. Parce que ce n'est pas une application qui se contente juste de te dire, voilà, à cette période, tu as tes règles, à cette période, tu es en ovulation, à cette période, c'est-à-dire une application qui reste très, on va dire, pas humaine en quelque sorte, mais grâce aux données qui sont générées par les filles elles-mêmes et les jeux qui sont disponibles sur l'application, les filles peuvent avoir de l'information sur leur puberté, sur la santé de la reproduction. Et c'est une application qui va bientôt être déployée en Argentine. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, les filles restent au cœur du processus. Tout à l'heure, j'évoquais un défi qui concerne le manque de compétences, on va dire, actuellement qui sont données aux filles dans tout ce qui est technologie. Au niveau de l'UNICEF également, des programmes sont lancés pour pouvoir renforcer les capacités des filles dans les technologies et aussi l'entrepreneuriat. C'est des formations ou c'est des programmes? Ça peut être sous format de bootcamp, je pense. Il y a un programme qui a été lancé avec l'entreprise Chloé dans plusieurs pays. D'ailleurs, il y a plusieurs représentants, je pense, de Chloé. Donc merci d'être là aujourd'hui avec nous. Et on leur dit bonjour dans les pays comme le Tadjikistan, le Sénégal. Et je vais sûrement, lors du prochain panel, ils vont mieux expliquer quel est ce programme. Mais l'idée de ce programme, c'est franchement outiller les filles de telle sorte à ce qu'une fille connaît c'est quoi les algorithmes,
peut en faire. Une fille connaît c'est quoi la programmation et une fille a les capacités et elle a confiance en elle. Elle se dit, moi aussi je peux créer un site internet qui est très intéressant avec les fonctionnalités qui me correspondent. Moi aussi je peux avoir mon propre business. Moi aussi je peux être entrepreneur. Que ça fasse pas peur en fait. Oui, l'idée c'est vraiment d'émanciper les filles. Et le dernier exemple que je vais donner en termes de solutions qu'UNICEF apporte, c'est aujourd'hui un chatbot qui est déployé au niveau du Brésil. Un chatbot pour les, on va dire, les non-initiés comme Omar Habib, mon superviseur, les adultes, les dinosaures en quelque sorte. On va dire, on va vraiment simplifier. C'est comme si, en gros, c'est un petit truc qui utilise l'intelligence artificielle et qui te permet d'avoir des informations, Omar. C'est bon. Alors, on s'est rendu compte qu'au niveau du Brésil, il y a énormément de cyberharcèlement, comme dans plusieurs pays, et les filles sont vraiment victimes. Et pour pouvoir aider les filles à connaître c'est quoi les risques, on va dire les adolescents de manière très générale, ce chatbot permet de donner des informations aux filles sur les risques de l'harcèlement sexuel, comment le prévenir et comment éviter tout ce qui est des textos où on n'est vraiment pas à l'aise et dire non, stop. Et l'application, le chatbot est utilisé par plus de 72% d'adolescentes. Donc ça montre à quel point les adolescentes ont besoin de cette information. Et surtout, elles vont se permettre de poser des questions qu'elles ne se permettraient pas de poser à quelqu'un dans la réalité peut-être. Parce que c'est des questions difficiles à même exprimer à haute voix. Exactement. Et je pense que c'est ça un peu l'intérêt et l'impact que peut avoir la technologie. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où plein de choses est tabou. Internet brise les barrières. Internet permet d'avoir une information très rapide. Et Internet permet d'émanciper les filles. Et au niveau d'UNICEF, on accompagne justement les filles et on pose des solutions pour leur permettre de s'émanciper. Merci. Merci l'Assemblée nationale, merci l'UNICEF et merci Open. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les solutions que vous préconisez? Alors, nous, on essaie, évidemment, on est sur la problématique, comme vous l'avez compris, protection de l'enfance, donc c'est un petit peu plus particulier. On est dans une logique d'essayer de recréer des espaces de parole et de réflexion. Je pense que de remettre aussi un peu d'humain au milieu du numérique, ça fait pas de mal. Sur les sujets dont on parlait tout à l'heure, évidemment, il y a un énorme besoin de libération de la parole, notamment chez les adolescents. Là, on ne va pas rentrer dans les débats autour de l'éducation sexuelle, etc., qui sont sur la table actuellement, mais il y a un vrai besoin, et clairement, il faut qu'on prenne les choses à bras-le-corps en France, et qu'on arrête de se cacher derrière des textes réglementaires qui ne sont jamais appliqués. Et puis, en parallèle, nous aussi, je pense que la solution passe par le numérique. On voit apparaître en France, sur la toile, énormément d'initiatives qui sont portées justement par des jeunes filles, comme Camille qui gère son compte Instagram Je m'emballe Clito et ce genre de choses qui contribuent énormément à donner une autre image, à sensibiliser les jeunes filles, à responsabiliser les utilisateurs et avec une approche qui correspond bien aux attentes de ces publics. Donc je pense que la solution, elle est vraiment duale, elle est vraiment remettre de l'humain au milieu de tout ça, recréer des espaces de réflexion, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on n'est plutôt pas trop enclin à réfléchir, mais plus à réagir. Et du coup, remettre un petit peu de réflexion au milieu de tout ça, mais en parallèle, contribuer à développer des outils. Il y a une initiative qui avait été présentée ici, d'ailleurs j'étais intervenu dans le cadre du Sex Tech Lab, qui s'appelle Speech, qui est un robot, un petit bot qui est sur Instagram et sur Facebook et qui répond aux questions autour de la sexualité. Il y a tout un tas d'initiatives de la sorte et nous on essaie aussi à l'Open de contribuer à ça. On prépare une grosse application mobile pour les parents parce qu'on pense aussi que c'est un enjeu une fois encore éducatif et qu'il faut que les adultes se bougent. Et voilà, en résumé, solution duale. Remettre de la réflexion, de l'échange, du dialogue, mais aussi regarder, porter et soutenir les initiatives qui sont mises en place à travers les espaces numériques. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous trois. C'est vraiment remettre de l'humain, revenir à la formation, donc aux racines, comme tu dis, pour que les jeunes filles... moi, j'avais été marquée par une publicité d'une marque que je ne citerai pas, mais qui montrait que... Enfin, peut-être que vous allez la reconnaître quand je vais vous raconter l'anecdote, mais donc ils ont pris des jeunes filles et ils leur ont dit qu'est-ce que c'est que de courir comme une fille. Et donc elles courent hyper vite. Qu'est-ce que c'est de se battre comme une fille? Et alors elles frappent super fort.
Et donc c'est très touchant parce qu'elle se donne à fond. Et en fait, donc ça c'était quoi, avant la puberté, vers 10-11 ans. Et puis ensuite, ils prennent des jeunes femmes, ou des femmes un peu plus âgées, entre 30 et 40. Et elles leur disent, ils leur demandent, qu'est-ce que c'est que de courir comme une fille? Et alors là, elles courent comme, tout doucement, en faisant la grimace, des mimiques. Et qu'est-ce que c'est que de se battre comme une fille? Alors elles sont toutes molles, etc. Et là, il y a la pub qui s'arrête et ils disent il y a une chute du taux de confiance des femmes au moment de la puberté qui est incroyable. Et c'est en fait à ce moment-là qu'elles décrochent. Et qu'on passe de des filles qui sont excellentes en maths, etc., à des filles qui en fait vont pas du tout choisir d'aller apprendre le code. Donc voilà, je pense que le numérique permet aussi d'enlever ces tabous-là et d'arriver à, on va espérer dépasser tout ça. J'ai une dernière question pour vous et ensuite je laisserai le public poser juste 2 questions parce qu'en termes de timing, faudra avancer. Et on passera à l'autre panel. La dernière question, c'est on voit bien qu'on est tous ici très intéressés par cette égalité réelle entre les jeunes filles et les jeunes garçons et puis les femmes et les hommes. Mais on voit aussi que, même s'il y a quand même quelques hommes dans la salle, c'est quand même pas mal de femmes. Et au-delà de ça, dans les secteurs, il y a plus ou moins de connaissance même du sujet. Il y a des gens qui s'y intéressent pas forcément. Comment on pourrait augmenter cette prise de conscience, à votre avis, en parlant autour de nous, en impliquant... Enfin, moi, j'ai aussi ma petite idée. Je pense qu'il faut impliquer, évidemment, les hommes de plus en plus, mais pas que. Enfin, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Il n'y a pas une bonne réponse, évidemment. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Heureusement. Impliquer les hommes, c'est forcément se dire, aujourd'hui, je viens, mais je viens avec un de mes copains. Voilà, c'est aussi de se forcer à pouvoir venir avec des hommes dans tous les événements qui vont pouvoir traiter de cela. Puisque, encore trop souvent, on est déjà un peu tous convaincus dans la salle. Donc l'idée, c'est de pouvoir le faire. Moi, je crois beaucoup dans le pouvoir de la communication, et notamment dans la charte pour la représentation mixte des jouets. Moi, j'ai tenu à ce que le CSA, l'Union des annonceurs, soient associés, et pas seulement les fabricants et les distributeurs de jouets. Parce que, pour moi, c'est un vecteur d'influence incroyable. Au-delà de la confiance et des champs des possibles que ça peut avoir sur les jeunes filles, c'est aussi sur la capacité de la société à prendre conscience. Ouais. Merci Céline. Alors, comme elle a eu à le dire, on pense à 32 000 solutions d'un coup en fonction surtout de la cible qu'on va approcher. Mais avant les hommes, d'abord, il a eu, durant tout le panel à le dire, comment impliquer aussi les parents. Ouais. C'est la base de l'éducation et surtout comment rendre les parents moins réticents sur la technologie et se dire, OK, je vais éduquer mes enfants, ma fille et mon garçon de la même manière, leur donner l'accès à Internet, leur donner les mêmes conseils. Et pourquoi je devrais avoir plus peur pour ma fille? C'est vrai qu'il y a le cyberharcèlement qui existe, mais ma fille demain peut être une codeuse. Elle peut être le prochain Steve Jobs. Donc j'ai confiance en elle et je fais tout pour booster cette confiance qu'elle devrait avoir. Ça, c'est au niveau des parents. Ensuite, je pense aussi qu'il est important de se dire comment au niveau des différents secteurs, que ce ne soit pas que le secteur privé qui puisse aujourd'hui porter le combat de l'accès, le combat on va dire, du renforcement de capacité des filles dans tout ce qui est technologie et numérique, mais que ce soit aussi un combat qui soit apporté par les organismes de développement humanitaire, comme UNICEF veut le faire au niveau des Nations Unies, les organisations locales, que ce soit aussi des programmes qui puissent se bâtir sur des partenariats innovants, des partenariats qui vont être déjà multisectoriels, qui vont permettre d'avoir beaucoup plus de ressources. Franchement, je trouve qu'il faudrait investir plus. Nous tous, nous sommes convaincus qu'il y a un gap à rattraper entre filles, garçons, entre femmes et hommes. Nous sommes tous convaincus que dans le digital, plusieurs opportunités sont là, qu'il faut les saisir et que le monde va se digitaliser. Nous tous, nous le sommes, et il faudrait qu'on le montre un peu plus, c'est-à-dire avoir des partenariats pour pouvoir toucher mieux les différentes cibles. Et aussi au niveau des filles elles-mêmes, au fait. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les filles ne sont pas encore conscientes du pouvoir du numérique. Et c'est là que c'est important d'avoir des programmes où on sensibilise les filles. On fait de la prévention, mais aussi où on leur donne les capacités nécessaires, où on leur permet de créer et de voir elles-mêmes à quel point cet outil est incroyable. Et pour les garçons, elle a eu à le dire. C'est-à-dire c'est un peu
je vais sortir du cadre du numérique, c'est montrer un peu le hifoshi. C'est-à-dire que ce n'est pas, quand on demande l'égalité de genre, on n'est pas là pour lutter contre les hommes, mais on veut une lutte avec les hommes pour que les droits des filles, les droits des femmes puissent être respectés et puissent être garantis partout dans le monde. C'est pour ça que j'en profite pour en dire qu'il y a une table ronde qui s'appelle Savoir, lire, écrire et coder, où on parle de ça justement, comment rendre le code beaucoup plus accessible, que juste les femmes se disent bah tiens, j'aimerais bien aller apprendre à coder. Thomas? Je pense que c'est voilà, une problématique. Enfin, une fois encore, concernant le champ de la protection de l'enfance, c'est une problématique qui est complètement transverse, en effet, qui doit mobiliser l'ensemble de la société, certes les acteurs associatifs, mais pas que. On doit aussi sortir par rapport au numérique de tous ces débats un peu controversés auxquels on assiste en ce moment et qui contribuent grandement à brouiller les messages. On ne peut pas dire à des parents, d'un côté, le numérique va être créateur d'emplois pour vos enfants, parce que c'est la réalité que vivent les parents aujourd'hui, c'est toutes ces contradictions que j'ai expliquées. C'est voilà, je me lève le matin, pas d'écran avant 3 ans, un message du CSA, et puis le matin on récupère son gamin à l'école et on nous dit qu'il a passé 3 heures devant la télé parce qu'il pleuvait 3 gouttes à la récréation. Donc si vous voulez, c'est tout ce genre aussi de contradictions au niveau de l'approche globale du numérique et des messages de prévention qu'on peut faire passer, qui sont aussi assez délétères parfois sur le terrain, qui font beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, quand on voit qu'un monsieur qui écrit La fabrique du crétin digital fait le tour de la France et de tous les plateaux télé et que personne vient le contredire, c'est juste un petit peu inquiétant aussi. En fait, on est dans un monde tellement en transition que voilà, personne ne sait vraiment... Oui, mais soyons dans l'humilité ouais, au moins et peut-être de la prise de recul. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème, je suis juste en train de dire qu'avant de jeter le bébé avec l'eau du bain... voir le verre à moitié plein, quoi. Voilà, et que quand ça arrange. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment aussi un rôle des pouvoirs publics d'essayer de donner un petit peu l'exemple et d'arrêter de soutenir des campagnes qui peuvent être très contradictoires et renvoyer des messages un peu perturbants pour le grand public et les gens qui ne sont pas forcément natifs du numérique. Merci beaucoup. Une question du public, si quelqu'un veut poser une question, et ensuite on passera au prochain panel. Question ? Ouais. Alors, on a un petit micro assez marrant. Ouais, vas-y. Tu vas le rattraper, c'est un ballon, micro. Ouais, très bien. Ça marche ? Ça marche pas ? Ça marche ? Sinon, ça marche pas. Ouais, vas-y. Ok, là ça marche. Ah, ça marche. Bonjour à tous les quatre, bonjour à tous. Je m'appelle Maïsen, j'ai 17 ans, je fais partie de l'UNICEF France, je suis une jeune ambassadrice. Et j'avais une question en ce qui concernait tout à l'heure quand nous avons parlé du fait que les filles, en ce qui concerne surtout le documentaire dont vous avez mentionné, Aquarelle sur les jeunes filles, me semble, qui ne connaissent absolument pas leur corps et qui donc auraient pour conséquent de regarder de la pornographie afin de comprendre comment le corps féminin est constitué, ce qu'il en ressort. Il y a un documentaire qui est sorti avant-hier sur une chaîne de télévision qui en parlait justement sur le fait que les jeunes, de plus en plus surtout au collège et en 6e, regardaient de plus en plus de la pornographie afin de comprendre et d'avoir en fait des cours d'éducation sexuelle qui sont évidemment faussés mais présents. Et donc je me demandais comment est-ce que, et quand surtout, le gouvernement, et plus particulièrement le ministre de l'Éducation, va peut-être mettre en place des cours d'éducation sexuelle un peu plus tôt, où on pourrait apprendre, par exemple, où se situe le clitoris, puisqu'il y a encore je suis en terminale ES, il y a encore des personnes dans ma classe qui ne savent pas où se situe le clitoris, qui ne connaissaient pas absolument tout sur les règles, qui pensaient que c'était absolument dégoûtant. Et moi-même, quand j'ai découvert que j'avais eu mes règles, je l'ai très très mal vécu, puisque justement, je n'ai jamais été, jusqu'en 5e, au courant de ce que c'était d'être une femme. Et voilà, donc je me demandais quand est-ce que ça pourrait être amorcé et ouais, donc beaucoup on a plus toujours les mêmes cours de SVT au lycée. Exactement. Merci. Mais là, il y a une réforme. Alors, là-dessus, justement, c'est une vraie prise de conscience et vous avez raison de le soulever parce que, comme vous dites, vous, quand vous avez eu vos règles, vous avez été surprise. En gros, d'autres jeunes filles, leur maman leur avait dit, ou leur grande sœur, etc. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'éducation de pouvoir pallier, effectivement, à ces questions-là. Alors, il y a des programmes qui sont mis en place, il y a des nouvelles formations aussi qui le sont. En fait, il y a un changement de la formation des professeurs là-dessus.
En fait, théoriquement, si on regarde les programmes, c'est dedans. Sauf que c'est pas sur le terrain. Donc c'est là où ça doit changer. C'est là où on doit former davantage les professeurs et on doit contrôler que c'est vraiment, vraiment fait. Il y a parfois des réticences au sein des établissements à aborder ces questions-là. Et pourtant, c'est fondamental parce que, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez déjà souligné, ça peut entraîner des comportements qui sont au détriment même des jeunes filles. Donc là-dessus, l'éducation nationale a son rôle à jouer. Au-delà même de ça, hein, ça peut être aussi étendu à d'autres sphères. On n'est pas que dans sa famille ou que à l'éducation nationale. Pourquoi pas aussi dans le périscolaire, regarder ce qu'il en est. Merci beaucoup, oui, bien sûr. Merci de cette question. En effet, vous avez tout à fait raison. C'est nous, en tout cas, un des combats qu'on essaie de mener, parce qu'il y a un lien, même s'il n'est pas démontré scientifiquement, en tout cas, il y a un lien de corrélation qui est évident entre surconsommation de ces contenus et parfois des conduites un petit peu déplorables sur les réseaux sociaux. Et je ne parle pas des jeunes filles, là, je parle surtout des garçons. Et aujourd'hui, voilà, il y a un vrai chantier en cours. Il y a des annonces qui sont faites. Nous, en tant qu'association, c'est normal qu'on soit derrière et qu'on pousse et qu'on demande au gouvernement de tenir ses engagements. Accordons le bénéfice du doute par rapport à ce qui a été annoncé. Voilà, il faut du temps. Hein. En tout cas, contrairement, moi qui m'intéresse à ces sujets depuis maintenant un petit moment, la chose qui me choque le plus, c'est que parler de sexualité en France, c'est pas possible en 2019. C'est très compliqué. Il y a plusieurs tabous comme ça, hein. Il y a l'argent. Voilà, mais c'est assez flippant de se dire ça quand même quand on voit ce qui se passe sur le terrain et en effet des conduites à risque adolescentes. Et la plupart des adultes ont tendance à fuir leurs responsabilités. Ils se repassent la patate chaude, si vous voulez. C'est vraiment, c'est bon, allez, hop, ça va être une petite asso. Tiens, c'est l'infirmière scolaire, celle-là, elle a l'air bien, elle est un peu motivée, on va lui filer le bébé, etc. Donc je pense qu'il y a une réelle nécessité de tous se mobiliser, de ne pas forcément forcer les gens à le faire parce que c'est un sujet particulier qui nous renvoie à tout un tas de choses, mais en tout cas que les gens qui se sentent capables de le faire, qu'on ne les empêche pas de le faire, à condition qu'ils soient en effet formés, accompagnés. Et je tiens juste à souligner l'initiative que nous avons menée il y a justement 2 jours, puisque nous étions dans ce documentaire d'Anne-Marie Avoine qui est passé sur France 2 il y a 2 jours et qui s'appelle Pornographie, un jeu d'enfant. On a lancé une initiative sur le site de France TV Éduc avec la Ligue de l'enseignement, avec Canopé. Il y a 5 modules maintenant qui sont en ligne sur ces sujets. Je pense honnêtement, sans vouloir nous jeter des fleurs, on est rarement allé aussi loin sur le sujet. Parler d'éjaculation faciale sur un module pédagogique qui est en ligne sur France TV Éduc, c'est pas un truc qu'on a fait très souvent en France. Donc on est assez fiers de ça et je pense que maintenant il faut les relayer, faut que les adultes s'en saisissent et qu'on puisse faire avancer le débat et on pourra le faire évidemment que tous ensemble. Donc il faut plus de courage. De courage, non, mais c'est surtout de mobilisation et se rendre compte que c'est bien sûr, il y a des lois qui sont importantes sur le harcèlement de rue, mais si on ne traite pas les problématiques à leur origine, évidemment, ça restera souvent, malheureusement, un pansement sur une jambe de bois. Merci beaucoup. Tu veux peut-être rajouter quelque chose ou comme tu veux? Alors, c'est une même problématique que nous vivons au Sénégal. Plein de gens militent pour un peu qu'au-delà des cours de biologie, qu'on puisse avoir une éducation sexuelle qui soit complète et compréhensive pour les enfants et les adolescents et les jeunes. Mais moi, je me dis que la nature a horreur du vide. Ça n'existe pas encore, donc les gens vont chercher sur Internet et sont confrontés à des fake news. Donc justement, pour éviter cela, il faudrait qu'on crée le contenu qui puisse être adapté aux filles et aux adolescentes et d'une manière beaucoup plus générale aux adolescents et aux jeunes, qui vont leur permettre de comprendre très tôt leur corps, comprendre très tôt c'est quoi l'intimité, comprendre très tôt quand est-ce un attouchement est anormal. Et ça, je pense que c'est quand des filles comme vous sont sensibilisées sur ces questions et qu'elles travaillent ensemble, qu'elles co-créent, elles peuvent le faire. Vous pouvez le faire, donc vous ne pouvez pas forcément attendre que ce soit le gouvernement qui décide aujourd'hui. C'est dans les curricula, mais que l'enseignement, les enseignants soient formés pour ensuite aller en classe et le faire. Avec tes amis, The Family, vous êtes un incubateur? Apprends à coder, viens chez nous. On a une école de code qui s'appelle Ada Tech School et on fera une application là-dessus. Exactement, qui sera diffusée et qui va permettre aux jeunes filles, aux adolescentes d'avoir la bonne information sur cette question. Ouais, c'est très important pour les filles et pour les garçons, parce que la connaissance du corps est importante. Merci beaucoup à tous les trois. Je tenais à les... Merci. Juste avant une pause, je vous ferai une...
Ouais, justement, on va faire une petite pause, mais juste avant ça, j'aimerais qu'on invite sur scène une jeune You-Reporter. Hop, c'est Laureline. You-Report, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une super initiative de l'UNICEF qui permet aux jeunes de 13 à 30 ans dans tous les pays de donner leur avis sur une question, pour pouvoir donner en fait la parole de manière très libre et anonyme aux jeunes. Et en fait, ils arrivent à avoir comme ça des remontées terrain assez incroyables et exceptionnelles. Et Laureline va aujourd'hui nous donner le résultat du sondage sur une question que tu vas nous présenter. Merci. Donc bonjour à tous. Oui, là, pardon. Bonjour à tous. Effectivement, je suis une You-Reporter. Il y a 15 jours, 3 semaines, on a été invité à répondre à un sondage. Et la question générale était être une fille dans un monde digital. On a beaucoup parlé d'éducation pendant ce panel. Et une des questions était, est-ce qu'on t'a déjà informé sur les bons réflexes à avoir sur Internet ? Alors, bon, que des bonnes nouvelles. Toutes les personnes ont été globalement informées. Mais ce que l'on peut voir, c'est que les plus âgés, on a été informés par notre famille, par les gens autour. Mais c'est de mieux en mieux parce que les plus jeunes aujourd'hui ont été informés à l'école. Donc voilà. Bravo Céline. Ça va de... Maintenant, à l'école, on peut apprendre comment il faut utiliser Internet. Internet. Pardon, ça c'est la France. Hein. Oui, c'est la France, c'est les résultats France. Voilà, c'est les résultats en France. Internet, ça peut être dangereux, mais c'est aussi un outil d'apprentissage, puisque les You-Reporters utilisent Internet pour communiquer entre eux, mais aussi pour aller chercher des informations. Aujourd'hui, tous les exposés qu'on doit faire à l'école, on cherche les informations sur Internet et non plus dans les bibliothèques. Les réseaux sociaux donc, ne sont pas forcément nocifs puisque la moitié des You-Reporters estiment que le digital a un aspect plutôt positif sur leur vie. Ça permet de se sentir appartenir à un groupe et de chercher des informations sur nos particularités, même si il faut savoir les utiliser. C'est plus un outil et comme tout outil, ça peut apporter du négatif mais aussi du positif. La majorité des You-Reporters sont d'accord sur le fait que les filles sont obligées de faire plus attention à ce qu'elles font sur Internet, et c'est bien déplorable. Mais ils remontent aussi le fait que c'est quelque chose qui est visible dans la société en règle générale. C'est pas que sur le digital, et en fait, c'est ce qu'on disait voilà. aussi. Donc c'est des mentalités qu'on doit modifier aussi dans la vie de tous les jours. Il faut pouvoir porter les filles pour leurs capacités et pour leurs compétences, et non pas juste parce que c'est des filles. Merci beaucoup. Donc les jeunes de 13 à 30 ans sont d'accord avec nous. Super. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir toutes les trois. Alors il nous appartient, on a eu une première table ronde qui faisait un peu l'état des lieux sur la situation des filles et sur le digital. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire tous les trois là, pendant la prochaine demi-heure, c'est de creuser un petit peu cette thématique de l'empowerment. Alors, il n'y a pas de bonne traduction d'empowerment en français, donc je vais assumer de dire empowerment en anglais pendant cette table ronde. On m'a parlé d'empouvoirment ou d'encapacitement, mais bon, voilà, empowerment, tout le monde comprend, donc j'assume de le dire comme ça. On va parler de ça et on va prendre des exemples très concrets avec vous trois, de voir un peu comment vous faites en fait dans vos vies quotidiennes et comment vous faites pour que les filles soient en capacité dans le domaine du digital. Alors, on va faire un premier tour. Je vais vous demander de vous présenter et puis je vais vous poser une petite question quand même pour cadrer un petit peu nos débats. Et je vais commencer avec Daniel. Bonjour Daniel. Alors, il faut prendre un micro. Hop. En parlant bien, là, juste en dessous. Bonjour Daniel. Daniel, tu es directrice générale de Genius, qui est un centre informatique qui apprend aux jeunes à coder. On en parlait tout à l'heure. Et est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ? Qu'est-ce que c'est Genius et comment ça marche avec les filles alors ? D'accord. Donc avant de parler de Genius, je vais partager une petite histoire personnelle. Contrairement à beaucoup de personnes dans cette salle, moi j'ai touché un ordinateur pour la première fois. Il y a 12 ans, j'étais à une deuxième année université.
Donc c'est là que je découvre un ordinateur et je découvre derrière un ordinateur un outil qui me permet de m'exprimer et de m'affirmer. Parce que je critiquais beaucoup de choses qui se passaient dans le gouvernement au Cameroun et tout. Et là, avec l'ordinateur, je découvre un outil qui me permet de recréer le monde comme je le pense. Et 2 ans plus tard, je rentre dans ma famille. Et donc, ma petite sœur, qui avait 8 ans à l'époque, se jette sur mon ordinateur. J'étais vraiment contente de voir qu'elle aussi, elle se rend compte que c'est un outil qui est très important, très intéressant. Mais figurez-vous, qu'est-ce qu'elle faisait avec cet ordinateur? C'était pour faire quoi? Des jeux, voilà, regarder des vidéos. Et donc, ça m'a beaucoup choquée. Après, je me suis dit, c'est normal qu'elle utilise l'ordinateur pour jouer ou pour regarder des vidéos parce qu'en fait, on ne lui a pas montré autre chose. Elle ne fait que ce qu'on lui a montré. Et donc, je prends donc l'initiative de l'initier, elle et ses amis, au coding. Donc, je commence à les apprendre à coder et depuis le temps, ma petite sœur, l'ordinateur, ça lui sert à coder, à créer des programmes parce qu'on lui a montré qu'elle pouvait faire autre chose avec. Et c'est donc comme ça que l'initiative Genius naît. Donc, c'est une start-up qui aide les filles et les garçons à développer le leadership et la créativité à travers la programmation. Super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe avec les filles? Comment est-ce qu'elles rejoignent Genius et quelles sont les activités? Oui. Déjà, sur le plan personnel, grâce à Genius, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que dans mon contexte, déjà, prendre un avion, c'est un luxe. Donc moi, j'ai pris l'avion, je ne sais pas combien de fois, et je n'ai jamais payé de billets. C'est important de souligner. Hein. C'est très important de souligner. Bon. Voilà. Donc, et aujourd'hui aussi, depuis qu'on a commencé il y a 5 ans avec des ateliers de coding pour les jeunes, j'ai quand même été étonnée de voir qu'il n'y avait quasiment pas de filles dans mes classes. Et ça, c'est honteux pour moi de publier des photos où j'initie des enfants à la programmation, il n'y a pas de filles. Parce que la question me revient toujours, il n'y a pas de filles dans tes classes, il n'y a pas de filles dans ton personnel, parce qu'on recrute, on a à peu près 10 employés. S'il n'y a pas de filles représentées, ce n'est pas bien pour mon image quand même. Donc voilà. Donc pour relever ce défi, donc, on a essayé de comprendre pourquoi il n'y avait pas de filles, assez de filles dans nos classes. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait certains blocus. Je ne sais pas s'il faut en parler maintenant ou on va revenir dessus après. Sébastien? On va en parler après. D'accord. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de blocus. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi il n'y avait pas de filles dans les classes. Et donc, on a aussi pris des initiatives pour avoir plus de filles. Donc, je vais laisser les autres se présenter et on va revenir sur ces questions-là tout à l'heure. Merci Daniel. On va revenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est une thématique centrale de notre matinée et puis d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à combler ces inégalités que tu constates et qu'on a tous constaté aussi dans la première table ronde. Je vais laisser Aude se présenter aussi. Bonjour Aude. Aude, tu es, alors attends que je n'écorche pas ton titre, directrice de développement des affaires et des licences chez Chloé. On est très fiers de travailler avec Chloé, d'être partenaire, ça a été cité tout à l'heure. Chloé, c'est une maison de mode française créée en 1952 et qui a dans sa raison d'être quelque chose qui est très fort autour de l'émancipation des filles. Est-ce que tu veux te présenter et puis nous en dire un petit mot? Tout à fait, merci Sébastien. Donc, je suis également ravie d'être parmi vous ce matin, cette journée de la fille. Effectivement, donc, pour mieux comprendre pourquoi Chloé a décidé de s'engager aux côtés de l'UNICEF, je vais vous parler un peu de notre histoire. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes ce matin, donc j'imagine que vous connaissez notre maison, nos produits, mais peut-être moins notre histoire. Chloé a été créée en 1952 par une femme, une Parisienne d'origine égyptienne, qui s'appelait Gabi Aguion. Elle est arrivée à Paris et elle a vu que les femmes n'avaient pas un vestiaire qui leur permettait de travailler. Elle a décidé de créer son entreprise. Il faut se rappeler qu'à cette époque, en 1952, pour travailler, pour ouvrir un compte en banque, il fallait demander l'autorisation de son mari. Donc en plus, Gabi était dans un milieu où c'était très mal vu de travailler. Et elle a vraiment décidé d'être libre, de se libérer de la tutelle de son mari. Elle a voulu oser. Et cette mission d'oser, de liberté, est vraiment aujourd'hui encore au cœur du projet de Chloé. Donc on est vraiment une maison de femmes, pour les femmes. Notre directrice artistique, Natacha Ramsey-Lévy, est une femme. On a même une problématique inversée, parce qu'on est 83% de femmes chez Chloé. Voilà, et quand on voit derrière qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les filles et les garçons d'accès à l'éducation,
au monde du digital, au monde de l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose qui nous touche. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de l'UNICEF, qui partage des valeurs très communes avec Chloé sur la liberté, la sororité aussi dont a parlé Marlène Schiappa, et qui est une valeur très très importante chez Chloé. Donc on est très fiers aujourd'hui d'annoncer un partenariat de 3 ans avec l'UNICEF au profit donc, de l'accès des filles, des jeunes adolescentes et des jeunes femmes à l'accès au monde de l'entrepreneuriat, du digital très particulièrement. Merci Aude. On reparlera peut-être du projet tout à l'heure. Moi j'ai une petite question complémentaire. C'est vrai qu'aujourd'hui une maison de mode, une marque comme Chloé, elle est très présente sur le digital. Alors en quoi et comment cette image de la femme est en lien avec ce que tu nous expliquais, l'histoire de la maison? Comment est-ce que ça se décline dans le digital aujourd'hui sur une marque ou une maison comme Chloé? Ouais, effectivement, le digital est très important pour nous, déjà parce qu'on y vend nos produits et aussi parce qu'on est très présent sur les réseaux sociaux. On a une communauté de près de 8 millions de femmes sur Instagram et on est extrêmement vigilant à l'image de la femme que l'on renvoie. On a créé une communauté de filles qu'on appelle les Chloé Girls et on fait très attention à mettre en avant des femmes de divers horizons, divers profils, des femmes qui travaillent, des artistes, des entrepreneurs, des aventurières, plein de femmes différentes et souvent des femmes ensemble et entre elles aussi. Il y a cet aspect image de la femme et puis communauté de femmes entre elles, sororité dont tu parlais tout à l'heure qui est un aspect important. On va finir notre petit tour de présentation en accueillant Latifa. Bonjour Latifa, tu es codeuse, tu viens du Niger. Et tu as créé une application qui s'appelle Saro App, dont tu vas nous parler. Mais c'est aussi intéressant si tu nous parles de ton parcours. Et bienvenue encore, on est très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors, merci Monsieur Sébastien, bonjour chère assistante, merci surtout pour l'opportunité. Moi c'est Latifa, je viens du Niger, entrepreneur, étudiante, Miss Geek Africa. Alors Latifa, c'est qui Latifa? C'est cette jeune élève qui après son bac en fait avait voulu faire la médecine, était passionnée par tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est aider les autres, etc. Mais vivant en Afrique, avec des parents africains, souvent on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on est influencé par la famille et tout. Donc, mes parents m'ont influencé, ils m'ont dit non, fais la technologie, non, que le numérique est plus porteur et tout. Donc, bof, à un moment donné, j'avais laissé cette passion qui était l'humanité, qui était la médecine, pour embrasser le domaine du numérique. Donc, je me suis dit, bon, je vais me lancer pour voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, si ça ne donne pas, je vais laisser tomber. Mais, donc, je me suis lancée comme ça dans le vide. Du coup, au fil des années, en fait, durant ma première, deuxième année, ça a commencé à être une passion pour moi parce que j'ai commencé à découvrir le métier. Du coup, j'ai commencé à aimer ce domaine du numérique qui est la programmation plus précisément. Et après, je me suis posé la question, tiens Latifa, pourquoi ne pas combiner en fait ton rêve qui était la médecine, l'aide humanitaire, à ta formation actuelle qui est la programmation? Donc, je me suis dit, ben, écoute, je vais analyser mon écosystème, mon environnement, le Niger, pour voir quel problème, en fait, il y a dans ce sens-là pour apporter une solution numérique. Du coup, je me suis posé pas mal de questions, je griffonnais des petits projets. Et après, j'ai fini par un projet où j'ai constaté qu'au Niger, il y a trop de sinistres suite aux pluies, etc., des inondations ou bien des accidents. Et j'ai approché le problème. Et souvent, quand il y a un victime, en fait, ce victime, il se trouve laissé dans son sort parce que les secouristes, ils tardent à venir, etc. Et je me suis dit, pourquoi ces secouristes tardent à venir? Donc, en fait, c'est souvent parce qu'ils n'arrivent pas à géolocaliser les lieux, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer, en fait, une application qui, en cas d'alerte, puisse fournir la géolocalisation du lieu exact, ce qui permettra de réduire les délais d'intervention des services de secours, mais aussi pouvoir prodiguer aux témoins ou à la victime des conseils pratiques en gestes de sécurisme en attendant l'arrivée des secours. Donc, voilà en gros à quoi consiste l'application Saro App. Du coup, avec ce projet, en fait, j'avais postulé à pas mal de concours à l'échelle nationale, à un concours qui s'appelle Itakara, lancé par le gouvernement du Niger, où j'ai été sur 200 candidatures hommes et femmes, où j'ai été la première lauréate du concours, où j'ai gagné le prix de l'innovation féminine, mais aussi le prix de l'entrepreneuriat.
Après, avec ce même concours aussi, j'ai représenté le Niger à l'échelle continentale au Rwanda, à un concours qui s'appelle Miss Geek Africa, qui consiste à sélectionner les meilleurs projets dans le domaine du numérique portés par des jeunes filles, où j'ai été aussi la première lauréate, où j'ai été élue Miss Geek Africa. Donc voilà en gros le parcours de Latifa, de la jeune étudiante qu'elle était, elle est devenue cette jeune entrepreneur. Félicitations à Miss Geek Merci Africa, c'est bien. pas rien, donc bravo. C'est un magnifique parcours, bravo, félicitations. On reparlera peut-être de Saro App tout à l'heure. Moi, j'ai plein de questions sur comment ça marche et qui s'en sert, etc. Donc peut-être on pourra revenir dessus après. Moi, j'ai une petite question peut-être plus personnelle sur le côté... c'est quoi le regard des autres, le regard de la famille, des amis, avec le parcours qui est le vôtre? Vous avez eu des distinctions, vous avez gagné des prix. Alors il y a le côté... c'est très valorisant d'avoir des prix, mais par rapport à ce que vous faites, quoi, vos études de programmeuse, de Miss Geek Africa, tout ça, est-ce que le regard de vos proches, des autres, sur quelque chose qui est perçu encore beaucoup comme des métiers ou des compétences de garçons, d'hommes, comment ça se passe de ce côté-là? Je dirais qu'en tant que jeune fille, ce regard, ça ne manque pas, surtout d'un point de vue négatif, parce que déjà à l'école, durant les premières, deuxièmes années, sur 40 effectifs dans notre salle, donc on était à peu près 8 filles. 8 filles dans la salle, donc sur 40. Et parmi ces 8 filles, en fait, il y a une fille aussi qui dit que, ben voilà, elle a un projet, elle veut innover et tout. Déjà, il y a ce regard négatif qui est là, en fait. Oh, elle veut se montrer, elle veut être différente des autres et tout. Non, que voilà. Donc, il y a ces jugements extérieurs, même au sein des amis, au sein des camarades de classe, en fait, qui te jugent que non, comme si, non, que la fille, elle devrait être bloquée sur son parcours. Puisque déjà, même les garçons, eux, ils n'arrivent pas à gommer que voilà, qu'une fille dise que non, elle est tech, elle va faire la programmation, qu'elle devait faire le marketing, comme si son cerveau ne réfléchissait pas de la même manière que leur cerveau, ou je ne sais quoi. Mais aussi, en fait, le regard de la famille, c'est vrai, pour un début, j'ai été soutenue par la famille, mais après, quand il fallait parler de projet, Latifa, tu es sur les bancs, tu dois te concentrer sur tes études, pas l'entrepreneuriat. Vous voyez, les parents, ils n'arrivent pas, en fait, à gommer ça. Du coup, pour eux, la crainte, c'est que je laisse les études pour l'entrepreneuriat. Et souvent, surtout que souvent, je rentrais tard du matin. Quand je sors le matin, je rentrais vers 1h du matin à la maison. Pour des parents africains, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent facilement gommer. Donc pour eux, non, que c'est pas possible, que même si c'est le doctorat que je cherchais, quand même, ça ne vaut pas la peine, Latifa, de sortir tôt le matin et puis revenir à 1h du matin. Donc c'est tous ces défis vraiment auxquels j'ai eu à faire face du point de vue social et même scolaire. Effectivement, ouais, donc il y a des difficultés. Daniel, tu commençais à nous en parler un petit peu tout à l'heure. J'aurais peut-être qu'on revienne là-dessus, et puis on pourra reposer la question à Latifa aussi. Comment vous voyez un peu comment est-ce qu'on pourrait lever ces difficultés d'accès aux compétences liées au digital pour les filles dans les pays de quels vous venez, puisque vous les connaissez bien? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour améliorer l'accès à ces compétences pour les filles aujourd'hui? D'accord. Donc, pour venir aux difficultés, je ne sais pas, je suis vraiment ravie de voir qu'il y a beaucoup de lycéennes, de jeunes dans la salle, parce que je ne m'attendais pas à avoir des jeunes, je m'attendais juste à avoir des relayeurs d'informations, pas des gens pour qui ce panel est directement destiné. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne savent pas ce qu'on appelle le code? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le code informatique? Parce qu'en fait, le code, c'est rien d'autre, c'est juste une langue. C'est comme parler le français, parler l'anglais, parler l'arabe. Donc, c'est juste une langue. Et donc, ceux qui codent, c'est qu'ils ont appris à parler cette langue qui est spécifique aux ordinateurs. Et du coup, ils peuvent communiquer avec l'ordinateur et donner des instructions. Quand vous voyez des applications, que ce soit WhatsApp, Facebook, ce sont des programmes donc, qui ont été écrits. Donc, c'est une façon d'ordonner les instructions qu'on donne aux ordinateurs. Et donc, cet ordonnancement d'instructions, c'est de la programmation. Donc, en fait, c'est ordonner des idées dans une langue qui est le code. Et qu'est-ce qui est difficile dans ça quand on sait parler la langue? Qui a du mal à ordonner les idées ici? Donc, le code, en fait, est accessible à tout le monde. Mais si vous ne savez pas parler la langue en question, vous ne pouvez pas programmer et du coup, vous avez une barrière qui vous est déjà fixée. Et donc, il est important pour tout le monde d'apprendre à parler cette langue-là. Maintenant, pour en venir aux inégalités, déjà, si vous n'avez pas appris à parler la langue en question, vous avez déjà un gros déficit. Vous avancez déjà avec un énorme déficit. Et
Et Madame Marlène disait tout à l'heure que le code, c'est une affaire de garçons. Mais en réalité, c'est vrai. Quand on parle de code, on voit les garçons. Ça, c'est parce que les choses ont été modelées et fabriquées, présentées comme ça depuis la base. Donc, il y a déjà une inégalité à ce niveau où on présente le code comme une affaire de garçons. Les robots viennent beaucoup plus en bleu qu'en rose. Vous allez rarement voir des robots en rose. Je suis même venue avec un exemplaire de robot. Je ne l'ai pas sorti parce qu'il est bleu après le discours de Madame Marlène. Voilà. Donc, on ne verra pas le robot. Voilà. Il y a aussi souvent un problème de role model. Quand on voit des grands programmeurs, quand on voit des gens qui ont réussi dans le milieu du coding, c'est généralement des hommes et les petites filles ne s'identifient pas à ces personnes-là. Du coup, elles n'arrivent pas à se projeter dans la tête que c'est quelque chose qu'elles peuvent faire. Et d'un autre côté, chez nous, au Cameroun, il y a le temps alloué à l'apprentissage du code. On peut laisser un garçon tout le week-end devant l'ordinateur pour apprendre à démarrer son robot. Ça, c'est normal. La fille, on va dire, non, viens laver les assiettes, non, viens faire ci, viens faire ça. Du coup, elle n'aura pas beaucoup de temps à allouer à l'apprentissage. Et après, elle aura du mal à se développer dans ce sens. Également, un dernier point, c'est au niveau des budgets. Les parents allouent facilement un budget pour acheter un ordinateur, un robot aux garçons, mais ne vont pas facilement allouer le même budget à acheter le même matériel à la fille pour qu'elle puisse apprendre. Donc voilà où on peut souligner quelques inégalités. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu les inégalités qu'on retrouve dans l'accès à l'éducation de manière plus classique en fait. C'est-à-dire les raisons que tu évoques, Daniel, on les retrouve un peu partout dans le monde comme des raisons qui font que les filles ont moins accès à l'école, quel que soit après ce qu'elles y apprennent. Mais donc j'ai un peu l'impression que dans le domaine du code, par exemple, comme tu y fais allusion, on retrouve un peu les inégalités telles qu'elles existent en fait dans le monde hors numérique. Oui, c'est exactement les mêmes inégalités, maintenant encore plus prononcées parce que le parent ne comprend pas ce que c'est que le code. Il ne sait pas l'intérêt de la chose et donc pourquoi investir du temps, de l'énergie de l'enfant dessus? Donc ça revient aux mêmes problématiques que l'éducation. D'accord. Latifa, un petit peu la même question pour toi au Niger. Qu'est-ce que tu vois comme barrière dans l'accès? Et puis en ayant toi réussi à surmonter ces barrières, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes filles pour les surmonter et devenir une codeuse hors pair? Ok. En termes d'inégalité, en fait, je pourrais souligner, pour moi, en fait, c'est depuis la base, surtout dans notre contexte nigérien, en fait, c'est depuis la base au niveau éducatif. Il y a UNICEF Niger qui fait un travail formidable, qui essaie de nous donner ces indications-là. Depuis la base, en fait, au Niger, le taux de scolarisation de la jeune fille est assez faible. Le taux de scolarisation de la jeune fille en 2017 qui a été donné par l'UNICEF, en fait, 82,3 garçons sont scolarisés contre 112,3, je pense bien, filles. Déjà, il y a ce fossé-là au niveau de la base. Ça, c'est en termes de scolarisation. Maintenant, en termes de celles qui arrivent à franchir, en fait, le niveau secondaire, 17% des filles arrivent à franchir le niveau secondaire contre 23% de garçons. Il y a aussi ce fossé-là. Déjà, ça commence depuis la base. Après, maintenant, 3 sur 4 filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. OK. Et quand elles sont mariées, souvent, elles abandonnent carrément l'école. Donc, du coup, ce qui crée d'énormes fossés, même en termes d'accès à l'éducation. Maintenant, en termes d'accès au numérique, souvent, il y a ces limites psychologiques qu'on se met en tant que fille, qu'on se dise que dès qu'on nous parle du numérique, du code, déjà, ça nous fait peur. Déjà, ça nous dit que non, que voilà, que je ne peux pas, non, que c'est trop dur, je préfère être dans la communication, dans le marketing, etc. Que voilà. Ou bien souvent, il y a aussi les parents qui n'incitent pas leur enfant à embrasser le domaine. Dès que je dis, papa, je veux faire la programmation, non, laisse tomber, ça c'est pour ton frère, ça c'est un domaine qui est réservé aux garçons. Comme si la fille n'était pas censée comprendre les algorithmes au même titre que les garçons, comme si la fille, son cerveau n'était pas censé comprendre les sciences au même titre que les garçons. Donc il y a toutes ces inégalités-là, en fait, qui jouent sur les enfants, les barrières psychologiques, culturelles qu'elles se créent, et voilà, ceux qui la limitent, en fait, à être dans le domaine du numérique. D'accord, merci Latifa. Une petite question pour Aude maintenant. On a parlé tout à l'heure très rapidement du partenariat que nous venons d'initier. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le programme qui est soutenu et puis en quoi il résonne bien pour Chloé?
qui résonne complètement avec un peu tout ce qu'on vient de dire. C'est vrai que quand on s'est rapproché de vous, de l'UNICEF, on savait évidemment qu'il y avait des fortes inégalités entre les filles et les garçons, mais on a été vraiment frappés de constater les chiffres. Alors effectivement, les filles, elles sont plus incitées à rester à la maison, à faire des tâches domestiques, et derrière, elles sont beaucoup plus vite sorties du système scolaire. Donc un chiffre nous a marqué, entre 15 et 19 ans, une fille a 2 fois plus de chances qu'un garçon, je crois même un peu plus, d'être sortie du système scolaire, sortie du monde de l'entreprise. Donc c'est vraiment une inégalité majeure, et on a été extrêmement intéressés par les solutions et les programmes très concrets et très innovants de l'UNICEF pour lutter contre ça, pour permettre aux filles d'accéder à des formations, de contourner toutes les barrières de leur environnement qui les empêchent de se rendre à l'école, et également d'accéder à l'entrepreneuriat et aux compétences du digital. Parce que c'est vrai qu'on se dit que nous, ce qu'on a envie, c'est que les filles apprennent, qu'elles apprennent pour oser, et qu'elles soient prêtes et préparées au monde de demain. Et donc ça veut dire vraiment être formées au digital et aux compétences numériques. On va essayer de faire ça, c'est un gros programme qui est devant nous. Daniel, tu voulais réagir à ça peut-être ? Non, ça va. Je te vois prendre un micro, du coup je me dis, elle va vouloir nous dire quelque chose. Il y a un gros défi qui est devant nous et qui ressort un peu des 3 interventions, c'est de comment est-ce qu'on fait pour mettre plus en lumière, avec peut-être des rôles modèles féminins aussi, les carrières liées au numérique, au digital, au code, etc. Et ça, je crois que c'est un bon sujet pour nous tous à l'avenir. Et je vois qu'on a des porte-paroles engagés sur ce sujet. Je vais peut-être ouvrir pour des questions, si vous avez des questions que vous voulez poser à nos 3 intervenantes. Est-ce qu'on peut peut-être faire circuler un micro ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Poser une question ? Oui ? Merci. Un micro cube, donc. Yes. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Il faut le brancher, branche le cube. Ça a l'air d'être bon. C'est bon ? Ouais, super. Bonjour, bienvenue. Oui, merci. Donc, je m'appelle Marine et je voulais savoir, donc c'était par rapport aux ateliers de codage. Comment est-ce que vous faites pour aller trouver des enfants qui veulent participer à ces ateliers, et si jamais vous tombiez sur une fille qui serait intéressée mais qui est en situation où ses parents ne sont pas forcément avenants pour qu'elle participe à ce genre d'atelier, comment est-ce que vous faites ? Est-ce que vous pouvez quand même proposer une aide ou un soutien pour qu'elle assiste quand même à ses cours et qu'elle puisse finalement elle aussi accéder à ses connaissances ? D'accord. Donc, déjà, quand on parle d'enfants, on parle de mineurs, on ne peut pas les entraîner si on n'a pas l'accord des parents. Donc, c'est vrai que c'est bien que la petite, elle soit déjà intéressée, mais c'est plus une sensibilisation au niveau du parent, montrer aux parents l'intérêt de la chose, montrer aux parents pourquoi il faut laisser l'enfant venir aux ateliers de coding si l'enfant le désire déjà. Et puis, un truc qui touche beaucoup de parents, je ne sais pas pour le contexte français, mais dans notre contexte, c'est de savoir que c'est une opportunité pour l'enfant d'être quasiment à l'abri du chômage. Parce qu'aujourd'hui, vous ne trouverez aucune femme codeuse qui maîtrise sa chose et qui chôme. Ça n'existe pas. Que ce soit aujourd'hui ou demain, parce que pour savoir que ce sera toujours valable dans 10 ans, dans 15 ans, il suffit de voir les filles qui s'intéressent au coding aujourd'hui, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, ce qui veut dire que si vous vous y mettez, dans 10 ans, vous êtes sûr que vous êtes toujours à l'abri du chômage. Et au-delà d'être à l'abri du chômage, vous allez très bien gagner votre vie. Donc, c'est un argument qui pèse quand même lourd devant les parents. Donc, il s'agit en fait de sensibiliser les parents, montrer l'intérêt et aussi montrer aux parents qu'il y a des risques, mais on maîtrise les risques et comment ils peuvent maîtriser les risques, parce que généralement, les parents ont peur de cet outil qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont peur de tous les vices que les enfants vont rencontrer sur Internet. Donc, si on présente aux parents ces vices, ces risques-là, et qu'on montre aux parents qu'on maîtrise la gestion de ces risques, les parents se laissent faire. Latifa, tu voulais réagir aussi ? Oui, je voulais, en fait, c'est bon, vous m'entendez, c'est ça ? Ok. En fait, je voulais rajouter un point assez important en termes de solutions, parce que oui, c'est bien beau de nous dire que le numérique c'est bon, oui, c'est bien beau de dire que voilà, la fille devait se donner au numérique. Moi, en termes de solutions, en fait, ce que j'ai toujours dit, d'abord, il faut sensibiliser
la jeune fille et les parents. Parce qu'il ne s'agit pas de juste sensibiliser la jeune fille. Et quand elle part à la maison, il y a le parent qui lui dit « non, laisse tomber ». Donc, il faut sensibiliser la jeune fille sur l'impact du numérique dans sa vie, mais aussi il faut sensibiliser les parents en fait, pour leur montrer que non, que vous devrez au contraire soutenir vos filles qui veulent embrasser ce domaine-là. Après, je me dis, il ne s'agit pas de les sensibiliser seulement, il faut aussi qu'elles aient des rôles modèles comme ceux que Daniel venait de dire tout à l'heure, des gens sur lesquels elles peuvent s'inspirer. Parce que, ok, on est sensibilisé, mais après, si on voit personne réussir dans ce domaine, j'avoue qu'on ne sera pas tenté de suivre le même chemin. Après aussi, les rôles modèles, il faut aussi les former, des formations de qualité qui puissent leur donner les skills, les compétences assez nécessaires, en fait, pour qu'elles soient employables au même titre, pour qu'elles aient les mêmes chances, au même titre que les hommes qui sont dans ce domaine-là. Parce que voilà, si elles ne sont pas bien formées aussi, il y aura toujours les hommes qui vont les dévancer, qui seront dans le domaine et qu'elles seront délaissées. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait là-bas au Niger à travers ma start-up qui s'appelle Innovation et Elle. Donc, un des aspects importants en fait, qu'on tient compte, c'est cette Elle-là. En fait, on essaie de lui donner les compétences nécessaires, les skills nécessaires dans le domaine du numérique, en fait, pour qu'elle aussi, elle puisse être compétitive sur le marché de l'emploi, pour qu'elle aussi, elle puisse s'autonomiser elle-même, parce que le numérique, en fait, c'est quelque chose d'assez formidable, où souvent, quand tu le fais, tu n'as pas besoin de rester là en train de déposer tes CV partout, mais que toi-même, tu peux innover, toi-même, tu peux chercher des choses assez formidables que tu peux faire et ça va contribuer, en fait, à l'autonomisation de la jeune fille. Et aussi, il y a au Niger, il y a un système qui s'appelle Village intelligent du Niger, Village intelligent, où par exemple là-bas, le frein, en fait, c'est que souvent la jeune fille, surtout dans les milieux ruraux, les parents ne veulent pas que la jeune fille aille à l'école à cause de la distance, ou bien il ne faudrait pas qu'elle dérape, etc. Mais à travers le village intelligent, en fait, la jeune fille étant à la maison, elle peut s'éduquer à travers son smartphone. Donc, elle peut s'éduquer, elle peut prendre ses cours en ligne, etc. Mais aussi à travers la cité d'innovation qu'ils ont aussi créée. C'est tout ça des opportunités, en fait, qui permettent aux jeunes filles de pouvoir embrasser ce domaine. Donc, voilà, en gros. Merci. Merci, Latifa. Voilà des exemples inspirants, j'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Alors bonjour, j'ai une question pour Madame Vergne de Chloé. J'aimerais savoir, puisque il y a, enfin plutôt, comment dire, vos employés sont majoritairement des femmes, est-ce qu'il y a des services, des programmes spécialisés qui leur permettent de pouvoir innover dans l'enceinte de Chloé ou même à côté de Chloé? À l'intérieur de Chloé, aujourd'hui, enfin non, on va dire qu'il n'y a pas de programme dédié aux filles. Tous les salariés de Chloé ont les mêmes formations et les mêmes opportunités, mais il y a beaucoup de filles. Et du coup, beaucoup d'opportunités de réussir pour les filles. Par contre, ce que je voulais souligner, c'est que dans le cadre de ce partenariat, c'était très important pour nous que ça soit un partenariat pour toute la maison Chloé et que toutes les personnes de Chloé puissent s'engager sur cette problématique de l'émancipation des filles. Donc d'abord, on a proposé à tous les salariés de Chloé de faire des arrondis sur salaire. On a mis des bornes de dons dans notre cafétéria pour que tout le monde puisse donner. Et on va développer un programme de mécénat de compétences. Donc on a chez Chloé en interne des compétences en communication digitale, en finance, en entrepreneuriat, etc. Et les salariés de Chloé vont pouvoir faire bénéficier de ces compétences dans des programmes de l'UNICEF. Merci Aude. On attend peut-être pour une ou deux dernières questions, si vous en avez. Oui? Vous pouvez vous lancer le cube, je pense. Ouais. Ouais, ça marche, ça passe. Joli lancé, bravo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, moi je suis Romain de Magic Makers, donc on enseigne aussi le code aux enfants. Et ce qu'on constate, c'est que on a du mal à faire venir les filles dans les ateliers de programmation. Et du coup, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Et ma question, ça se dirige un peu à vous deux, en tant que personne qui fait des ateliers de code et personne qui a appris à coder. Quand on a des ateliers qui sont remplis de garçons, souvent les filles ne veulent pas venir. Ou quand les parents se projettent sur les ateliers de code, c'est pour les garçons, ils ne veulent pas inscrire leurs filles.
la question avec laquelle que je vais vous poser, elle est un peu bizarre, c'est est-ce qu'il faut faire des ateliers de code pour les filles? Moi, je ne suis pas totalement pour ça, mais spécifiquement réservé. Ou comment est-ce qu'on rend plus neutre la vision des ateliers de programmation, l'apprentissage du code en général? Donc, ce que nous on fait, c'est qu'on ne rend pas les ateliers neutres, on rend la communication féminine. Parce qu'on sait qu'on aura les garçons de toutes les façons. Donc, les images, on ne communique qu'avec les images de filles. Dans le message de communication, on dit, oui, atelier de coding, elles peuvent venir, on n'utilise pas il, mais on utilise elle. Donc, de cette façon, quand les gens reçoivent le message, ils comprennent que c'est pour une fille. Après, ils demandent, est-ce que les garçons peuvent venir aussi? Et donc là, généralement, on arrive à avoir quand même pas mal de filles. Après aussi, quand les garçons viennent, on recense tous ceux qui sont là, on demande s'ils ont des sœurs. Et on appelle les parents pour savoir pourquoi la sœur, elle n'est pas là. Après, il y a souvent, oui, ça ne l'intéresse pas. Et après, moi, je demande à discuter avec elle. Et j'essaye de savoir pourquoi ça ne l'intéresse pas. Elle dit non, elle veut plutôt faire médecine. Je dis, est-ce que tu sais que pour être un très bon médecin, c'est bien de maîtriser la technologie? Et donc, je lui présente l'intérêt de maîtriser la technologie dans son ambition d'être médecin. Le lendemain, elle est dans la classe. Et donc, comme ça, c'est un boulot qu'on fait manuellement, comme ça, au fur et à mesure. Après, on arrive à avoir des équilibres. Et parfois, on a même des classes où il y a plus de filles que des garçons. Latifa, tu voulais réagir aussi? Oui, non, c'est vraiment important ce qu'elle dit en fait. C'est à travers la com. Déjà, comment vous faites votre communication? Parce que tout à l'heure, j'ai dit le nom de, je ne sais pas si vous avez retenu le nom de ma start-up. En fait, j'ai fait exprès pour donner ce nom assez féminin. On dit, c'est vrai, il ne faut pas sexiser les choses, je ne sais pas si le mot existe. Mais quand même, moi, je dis que voilà, j'assume en fait innovation et elle, innovelle. OK? Donc déjà, elle, la fille, elle se retrouve. Elle se retrouve dans son monde. Donc, elle peut oser, en fait. Parce que moi, très heureusement, en fait, la plupart des formations que je donne, c'est vraiment des filles qui viennent vers moi. Parce que déjà, à travers le nom même, ça les incite à venir. Ça les incite à venir pour savoir qu'est-ce qu'on fait, pour s'intéresser à ce qu'on fait. Et déjà, même, la com, elle compte beaucoup. Mais aussi, un aspect important aussi, il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser parce que j'avoue que le numérique, si je peux le dire, si je peux me permettre, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. C'est quelque chose qui ne date pas d'assez longtemps. Donc, il faut aussi les sensibiliser pour leur montrer l'importance du numérique dans leur vie, quel impact ça pourrait avoir. Donc, voilà. Et à travers ça, je crois que votre effectif pourra s'améliorer. Merci. Merci Latifa. Et c'est un beau mot de conclusion. Je vais vous remercier toutes les trois pour votre participation. Un grand bravo. Et on va passer à la suite de notre programme. Je vais demander à Laureline de revenir, le deuxième passage de Laureline, pour nous parler de la suite de ce sondage et des résultats de ce qu'on a à se dire sur les jeunes filles, les jeunes femmes dans le numérique. Vous pouvez retourner dans la salle si vous voulez. Et Laureline, prends un micro, installe-toi. Tu seras assise cette fois-ci, ce sera peut-être plus... Rebonjour. Donc tout à l'heure, je n'ai pas pris le temps de me présenter. Je suis élève ingénieur à l'ENSAT, qui est une école d'ingénieurs en Bretagne. Et donc moi, je suis informaticienne. Puisque donc tu sais qu'on cherche des rôles modèles féminines, ça y est, ouais. C'est le moment de se mettre en avant. Donc moi, je suis informaticienne, donc je connais un peu le sujet. Je vais repartir sur une question des YouReporter, avant de vous parler un peu peut-être de ma vision des choses. On a demandé aux YouReporter si, d'après eux, les filles ont moins de chances de travailler dans le monde du digital. Et 33% des filles sont d'accord sur le fait qu'on a moins de chances que les garçons, alors que les garçons considèrent que finalement, on a autant de chances. Et ils ne se rendent peut-être pas compte de toutes les barrières qu'on nous met pour accéder à ce monde-là, au monde du digital. Les raisons évoquées sont essentiellement que les filles sont moins orientées vers ces formations-là et des difficultés pour trouver un emploi. Alors moi, c'est là-dessus que je vais revenir sur mon expérience. Donc, je suis en école d'ingénieur et je suis apprentie. Donc, je suis déjà en entreprise. Effectivement, on est peu de filles. Pour donner une idée, l'année dernière, il y avait une seule fille dans la formation d'alternance de mon école.
Et cette année, c'est une très 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 bonne année, puisqu'on est 5 filles sur 25. Voilà, c'est vous dire, c'est vraiment une très bonne année. Par contre, on nous dit souvent que c'est plus facile pour nous de trouver un emploi d'après l'école, parce qu'aujourd'hui, les entreprises en France cherchent une pseudo-parité. Et donc, à diplôme égal, ils vont souvent préférer prendre une femme pour ramener des femmes dans ce monde-là. Après, c'est ce qu'on nous dit à l'école. Ça se vérifie dans les faits, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas trop. Je ne suis pas encore de l'autre côté de la barrière pour m'en rendre compte. Une autre raison qui avait été évoquée, c'est que les filles ont moins d'intérêt pour le digital. Alors, ce n'est pas forcément vrai. On nous donne souvent cette étiquette de geek quand on est en fait dans le monde de l'informatique. Je ne suis pas un bon exemple, mais par contre, il y a des filles qui ne sont pas du tout geeks et qui font de l'informatique juste parce qu'en fait, ça les intéresse et parce que c'est un milieu qui est en plein essor et qui a plein de travail et que ça peut intéresser. J'ai une amie à moi qui ne joue pas aux jeux vidéo, enfin voilà, quoi, ça ne l'intéresse pas du tout, mais par contre, qui est dans la formation. Et par contre, un très bon point positif, 75% des YouReporters pensent que les nouvelles technologies vont aider les femmes à s'émanciper. Et on a beaucoup d'actions qui sont faites dans ce sens-là. Je fais partie des sciences de l'ingénieur au féminin. Tous les ans, il y a une action qui est faite dans les lycées, le dernier jeudi de novembre. On va dans les lycées pour exprimer aux jeunes filles qu'en fait, elles peuvent choisir S, elles peuvent partir en classe préparatoire, elles peuvent faire ce qu'elles veulent après leur lycée. Elles ne sont pas obligées de suivre ce que la société leur indique. Voilà. Merci beaucoup pour ces conclusions plutôt pleines d'espoir, on espère en tout cas. Merci beaucoup Laureline d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je n'ai absolument pas la prétention de conclure les deux panels qui viennent d'être dits. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. Et je voudrais d'abord, avant de commencer mon propos, d'abord saluer très chaleureusement les organisateurs de cet événement, notamment Monsieur Sébastien Lyon, Madame Alice Zaguri et évidemment Zineb dans la salle qui a animé la table ronde précédente. Alors je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous et je tiens sincèrement à dire tout l'intérêt que j'ai eu à écouter les propos qui ont été tenus précédemment. Alors, en tant que membre de la délégation aux droits des femmes, je tiens à vous transmettre les salutations de notre présidente de délégation aux droits des femmes, Madame Marie-Pierre Rixin, qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui. C'est un sujet, le sujet d'être une fille dans le numérique, c'est un sujet qui retient énormément notre attention au sein de la délégation aux droits des femmes et pour toutes les raisons qui ont été citées tout à l'heure par Rokhaya sur l'intérêt justement d'intéresser les femmes et les jeunes filles surtout au métier du numérique. Alors, ces métiers-là ont autant besoin finalement des hommes que des femmes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous rappeler tous les chiffres, vous les connaissez, mais je tiens tout de même à en rappeler un. On dénombre 33% de femmes seulement dans le secteur du numérique, comparé aux 53% dans les autres secteurs de l'économie. Donc c'est un chiffre vraiment très déséquilibré par rapport au reste des secteurs de l'économie. Donc il devient très urgent de former plus de femmes aux compétences de demain si l'on ne veut pas que l'économie française aujourd'hui en pâtisse outre les questions d'égalité. Donc l'impact de la révolution technologique sur l'emploi est conséquent, je pense que tout le monde s'accorde ici pour le dire, et près de la moitié des emplois actuels devraient être profondément bouleversés dans les 15 années à venir. Cette mutation appelle bien évidemment une nécessaire transformation des compétences et une maîtrise des outils numériques. C'est ce qu'a affirmé d'ailleurs Cédric O, notre secrétaire d'État chargé du numérique, lors de la journée de la femme digitale, et je le cite, « Il faut construire très tôt les imaginaires pour que les filles se projettent
en rencontrant des femmes qui ont construit leur carrière dans le numérique. Il m'apparaît aujourd'hui fondamental de poser et peut-être de rappeler les bases de l'orientation des jeunes filles vers les milieux scientifiques, techniques et technologiques, en faisant en sorte de mettre la lumière sur les parcours des femmes qui ont réussi dans le métier du numérique. Alors on rappelle très souvent Mark Zuckerberg, Tim Cook, mais beaucoup moins souvent Margaret Hamilton, qui a pourtant créé le programme qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune, Hedy Lamarr, qui est une actrice d'Hollywood et qui a inventé les prémices du Wi-Fi, ou encore Roberta Williams, qui est pionnière de l'industrie des jeux vidéo. Et bien évidemment, après avoir écouté Latifa Salissou Hassan, je ne peux pas m'empêcher de la citer, qui est notre geek, donc Africa, et qui mérite d'être connue aujourd'hui dans le monde entier pour tout ce que vous faites, Latifa. Donc, construire très tôt les imaginaires des jeunes filles, c'est aussi les faire rêver et leur montrer que c'est possible. Et je crois sincèrement qu'en permettant justement aux femmes d'intégrer les professions les plus structurantes de nos modes de vie, nous pourrons construire la société d'égalité que nous voulons. Alors chacun d'entre nous fonctionne plus ou moins avec une idée assez précise de ce que sont les filles, les garçons, de ce que sont les femmes ou les hommes, de ce que nous avons réellement besoin ou de ce qui nous convient. Et l'orientation des élèves fonctionne sur ces représentations qui sont forcément aujourd'hui ancrées dans les esprits. C'est donc à l'école qu'il faut agir. Enseignants, conseillers d'orientation, psychologues, élèves, et parents, évidemment, ça a encore été rappelé par Latifa tout à l'heure, qui doivent être aujourd'hui en première ligne. Mais ce n'est pas que, c'est toute la société qui doit justement remettre en question ces stéréotypes et qui nuisent aujourd'hui au destin individuel de chaque jeune fille ou de chaque jeune garçon. Cela doit changer. Cela doit changer et à nous, aujourd'hui, tous ensemble, de bousculer les mentalités, de faire taire ces préjugés. Les représentations collectives qui assignent aux femmes des aptitudes et des rôles prédéterminés ne peuvent plus durer dans la société d'aujourd'hui. Alors, au sein de la délégation aux droits des femmes, nous avons mené des travaux sur les relations des femmes avec les sciences. Vous avez tout à l'heure écouté Céline Calvez, donc ma collègue députée, qui a conduit ces travaux avec notre collègue Stéphane Viry, et qui ont permis vraiment de faire un constat criant sur la relation entre les femmes et les sciences. On s'aperçoit évidemment que plus elles avancent dans leur parcours universitaire et plus l'écart se creuse entre les filles qui étaient dans le cursus scientifique et celles qui poursuivent dans un parcours universitaire ce même cursus scientifique. C'est un peu l'exemple tout à l'heure qui a été rappelé par Zineb sur la publicité des jeunes filles qui courent très vite et qui au final s'essoufflent. Eh bien c'est un peu ça finalement le parcours des femmes, des jeunes filles dans les parcours scientifiques. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile lorsqu'on est adolescente de réaliser ce passage qui est parfois difficile entre l'enfant que nous étions et la jeune adulte que nous allons devenir. Désirer faire une profession majoritairement exercée par des femmes peut donner à tort l'impression de discrètement réaliser sa féminité. Alors il faut sortir des sentiers battus de cette orientation traditionnelle pour les filles, comme pour un garçon d'ailleurs, mais pour sortir de ces sentiers battus, c'est parfois assez difficile parce qu'on peut avoir peur de ne pas être vu comme une vraie fille ou un vrai garçon. Je vous le disais, il s'agit maintenant réellement de casser ces préjugés et ce qui a donné finalement naissance à la charte qui a été présentée tout à l'heure par ma collègue Céline Calvez, c'est une de ses recommandations issues du rapport qu'elle a remis avec Stéphane Viry. Et donc, c'est justement un exemple pour casser des préjugés donc, de cette charte qui a été donc, élaborée pour une représentation mixte des jouets.
Parmi les recommandations, d'autres recommandations de ce rapport, et Céline, peut-être vous en a-t-elle parlé tout à l'heure avant que je n'arrive, mais il s'agit justement de conduire les formations au numérique auprès des jeunes filles dans des spécialités de service au sein de la voie professionnelle et technologique. Alors je le disais précédemment, qu'il faut faire rêver nos jeunes filles. Leur permettre de ne jamais douter de leur capacité à occuper telle ou telle fonction. Mais on s'aperçoit que même en cassant toutes ces barrières, on a tendance, nous, les filles, les femmes, à nous mettre nous-mêmes des barrières. Et quand on a envie de les casser, eh bien, on est confronté finalement à ce qu'on appelle le plafond de verre. Et c'est très vrai dans le milieu de l'économie. Moi, je viens du milieu de la banque et je peux vous dire que le plafond de verre, on est très souvent confronté à ça quand on est une femme et notamment quand on est une jeune femme. Cette problématique a été travaillée lors du G7, qui a été consacré pour une grande partie à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est une cause qui a été érigée en grande cause nationale par le président de la République. Et à l'issue de ces travaux du G7, la France, par la voix de Marlène Schiappa, que vous avez écouté tout à l'heure, a annoncé un projet de loi pour l'émancipation économique des femmes. C'est un projet de loi qui sera porté par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Et ce projet de loi fera l'objet d'une grande concertation. Et je me réjouis de vous avoir écouté tout à l'heure parce que je me dis que finalement cette concertation va permettre de préparer ce projet de loi. Et je pense qu'il sera encore plus riche à l'entrée qu'à la sortie avec tout ce que vous avez à nous proposer. Mais 4 pistes ont déjà été mises sur la table. La première, c'est encourager les banques à soutenir justement toute volonté des créatrices d'entreprises. Des actions ont déjà été menées dans ce sens, notamment par la signature de l'accord cadre qui vise à augmenter justement la part des femmes créatrices d'entreprises. Et cette charte, cet accord cadre, a été signé par Marlène Schiappa, par la Caisse des dépôts et consignations, BNP Paribas, la Fédération nationale des caisses d'épargne et la Caisse d'épargne au Havre le 6 décembre 2007. Donc c'est un accord cadre qui date, mais ce projet de loi justement a cette volonté d'encourager ce genre d'initiative. Ce sujet également a été abordé tout à l'heure par Aude de chez Chloé, que je ne vois pas, mais qui doit être encore dans la salle, voilà. Et donc justement, ce rôle des banques dans le parcours professionnel des femmes, qu'il soit justement côté particulier, la relation qu'on peut avoir avec son mari, ou alors en tant que chef d'entreprise. Et ce projet de loi, justement, a pour vocation de renforcer l'accompagnement des femmes et finalement l'indépendance bancaire des femmes. Voilà, donc ça c'est un point extrêmement important et on a des très gros travaux qui vont s'engager à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est comment on imagine aujourd'hui un système de quotas. Est-ce qu'on peut imaginer un système de quotas dans les entreprises ? Eh bien, nous, on croit que oui, justement pour installer plus de parité au sein des organes décisionnaires des entreprises. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui a été commandité en ce sens auprès du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Et c'est en fait une instance de dialogue entre la société civile, avec la société civile, et l'organe exécutif. Le troisième point de ce projet de loi, c'est faciliter finalement la reprise d'activité des femmes, et notamment après un congé maternité. Alors, je vous disais que j'ai travaillé dans la banque, j'ai eu 2 enfants, donc une absence évidemment de quelques mois, et on accuse un retard dans notre évolution professionnelle. Chose que c'est un constat qu'on ne peut pas faire à un homme aujourd'hui. Donc on va essayer justement d'inverser cette tendance et comment aujourd'hui on accompagne ces femmes à évoluer beaucoup plus rapidement à travers justement, après cette absence pour congé maternité qui nécessite quelques mois. 4e piste, mais qui est vraiment loin d'être la dernière, mais je vais m'arrêter là sur nos pistes de réflexion, c'est comment aujourd'hui on inflige aux partis politiques plus de parité.
il y a eu effectivement un gros qui a été lancé en 2017 pour inciter les femmes à s'engager en politique. Ça a fonctionné, puisqu'aujourd'hui, la représentation nationale, donc à l'Assemblée nationale, nous sommes 38% de femmes VS 26% au quinquennat précédent. Et au sein de notre parti politique qui a apporté cette féminisation, je tiens à le dire, nous sommes presque 49% de femmes au sein du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, c'est comment, par la loi, on va justement obliger les partis politiques à intégrer cette notion de parité. Enfin, pour finir sur ce projet de loi, je tiens à saluer l'initiative de Marlène Schiappa et Cédric O, qui ont confié à Chiara Corazza, qui est la directrice générale du Women's Forum, une mission pour justement formuler des préconisations dans le sens de ces réflexions, mais évidemment d'élargir d'autres pistes s'il y a, et donc de formuler des préconisations pour pouvoir faire avancer ce projet de loi et surtout l'enrichir. Alors, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, voilà où nous en sommes arrivés dans nos travaux au sein de l'Assemblée nationale que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Mais c'est un travail qu'on va poursuivre aujourd'hui avec la société civile. Parce que finalement, c'est tous ensemble qu'on réussira à faire avancer cette cause, aussi bien de l'égalité entre les femmes et les hommes, aussi bien les filles dans le numérique, les filles dans la science, les filles dans le sport. Ça va toucher effectivement tous les secteurs, la relation des filles, des femmes avec le milieu professionnel. Et donc, on a vraiment envie de mener ce travail gigantesque avec vous, à vos côtés. Et j'espère vraiment que ce travail atteindra son objectif, qui est celui, finalement, de l'émancipation économique des femmes. Donc, avant de vous quitter, permettez-moi de remercier tous les intervenants et intervenants qui se sont exprimés lors des 2 précédentes tables rondes. Mais je tenais vraiment à remercier la qualité des témoignages, les parcours de vie. Je suis toujours très impressionnée quand j'entends les témoignages de Latifa, les témoignages de Daniel, de Rokhaya tout à l'heure, et puis d'autres. Vraiment, là, on repart toujours avec des yeux pleins d'étoiles en disant que ça peut arriver, c'est possible, et on a pour cela plus qu'à unir nos forces et avancer. Toutes mes félicitations à UNICEF France pour cette excellente initiative, mais qui, de toute façon, je n'en doute pas, ne manquera pas d'enrichir les débats aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne et internationale. Mes remerciements s'adressent aussi à Madame Alice Zaguri, qui a accueilli cet événement, qui m'a invitée et qui nous a surtout donné l'occasion d'aborder les opportunités qu'apporte le numérique pour l'émancipation des filles et des femmes, mais aussi pour que les entreprises et le monde du travail jouent pleinement leur rôle, comme c'est le cas aujourd'hui dans cette formidable entreprise de Family. Alors je vous remercie vraiment pour votre aimable attention et comme j'aime le dire, #on continue.